Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct sur les antennes d'Azur TV. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 25 février. Avec au sommaire ce soir la venue du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Marseille. La séquence du jour vient à peine de se terminer. Gérald Darmanin qui a confirmé les renforts policiers. Il s'est également exprimé sur les trafics de stupéfiants. Nous en parlerons avec nos invités dans ce Grand Direct. Le point de chute, est-ce que le Var sera le point de chute des habitants des Alpes-Maritimes ce week-end? Le Var qui vient d'échapper au confinement puisque Jean Castex, lui, est encore en train de s'exprimer. Mais sur le littoral des Alpes-Maritimes, eh bien, on sera confiné ce week-end. Vous verrez, il y a une légère hausse des réservations à Fréjus, une commune qui est toute proche des Alpes-Maritimes. Et puis, on découvrira ensemble une discipline à la fin de ce Grand Direct, l'Urbex. Comment découvrir des lieux insolites, parfois un peu dangereux. Nous avons visité une mine avec un professionnel, un spécialiste dans le département du Var. Voilà pour le sommaire, une ancienne mine, bien sûr, elle n'est plus en activité depuis plusieurs dizaines d'années. Bonsoir Eric, Nicolas. On va vous retrouver avec votre édito, bien sûr. Guilhem Ricavi sera avec nous, on fera le point aussi sur la vaccination à Nice. Christian Estrosi a donné des éléments, vous le savez, la métropole Nice-Côte d'Azur est l'un des territoires les plus touchés par la circulation du virus dans notre région et dans notre pays également. Mais d'abord, l'une des informations du jour, c'est Gérald Darmanin qui était à Marseille. Il était dans les quartiers nord pour rendre visite aux policiers qui sont impliqués dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Il en a profité, le ministre de l'Intérieur, pour rappeler qu'il allait envoyer à Marseille des renforts policiers. Yentel Criado et Manon Mujica. C'est sa première visite à Marseille depuis sa prise de fonction en juillet dernier. Gérald Darmanin a rencontré les agents de la division Nord. L'occasion d'annoncer officiellement le renfort de 300 policiers supplémentaires dans la cité phocéenne, dont une centaine dès cette année. Ils auront la difficile mission de lutter contre les réseaux de stupéfiants qui gangrènent la ville. 5 personnes ont trouvé la mort dans des règlements de compte depuis le début de l'année. Et sur ces 100 policiers supplémentaires, 75 seront envoyés sur la sécurité publique, le harcèlement des points de deal, à travers les excellents résultats qu'a notamment la police marseillaise depuis l'année dernière, ici à Marseille, et puis 25 en investigation dans la police judiciaire. Un déploiement salué par la majorité municipale qui récemment encore pointait du doigt le sous-effectif des brigades marseillaises. Le concret, c'est quoi aujourd'hui? C'est que les 300 annoncés sont juste un rattrapage de cette injustice qu'avait subie Marseille pendant ces dernières années en termes d'effectifs de police nationale. C'est juste un rattrapage. En fait, c'est le non-remplacement des fonctionnaires de police à la retraite que nous sommes en train de rattraper aujourd'hui. Et donc ça, c'est la base. La visite de Gérald Darmanin s'effectue au lendemain de la publication dans la Provence d'un article qui a fait grand bruit. Le journal révèle que les Bouches-du-Rhône comptent 220 plans stupes, soit presque le double du nombre de bureaux de poste. Des dealers qui, pour certains, engrangeraient jusqu'à 80 000 € de revenus quotidiens. Alors avant de rejoindre Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, un commentaire, Eric. Manon Mujica termine son sujet avec le dossier qu'on a longuement développé hier sur ce plateau. A priori, c'est un hasard du calendrier que Gérald Darmanin se rende aujourd'hui à Marseille. Il annonce des policiers supplémentaires, mais il est là face à un défi majeur, celui du trafic de stupéfiants à Marseille. Oui, alors trafic de stupéfiants à Marseille qui ne date pas d'hier. On a entendu le maire adjoint à la sécurité de Marseille dire que c'était un simple rattrapage. Bon, 300 personnels supplémentaires, c'est quand même pas rien. Maintenant, je pense qu'on avait posé la question hier à Guilhem, si vous vous souvenez, la venue du ministre était prévue avant la sortie de ce dossier. Il n'allait pas par un coup de baguette magique, à lui seul, avec sa venue ou en annonçant des mesures, assécher le trafic de stupéfiants à Marseille. Bon, ça n'existe pas. Ça existe dans un film quand il dure 2 heures et qu'à la fin du film est heureuse, mais ça n'existe pas. Bon, alors que maintenant, il est suscité des attentes, ça c'est certain. Maintenant, ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est ce qui s'est dit un peu en coulisses. C'est-à-dire que les 300 policiers, il les avait promis, ils vont venir, les 300 personnels de forces de l'ordre supplémentaires. Maintenant, j'imagine que devant l'étendue de l'information que révélait le journal La Provence, le ministre a dû poser bien d'autres questions et peut-être faire d'autres promesses. C'est peut-être la question qu'on pourra poser aux uns et aux autres. Alors on va rejoindre Stéphane Ravier qui est avec nous. Bonsoir monsieur le sénateur des Bouches-du-Rhône, Rassemblement National. Alors on va écouter dans
quelques secondes ensemble ce qu'a dit Gérald Darmanin sur le trafic de stupéfiants. Néanmoins, 220 points de stupes répertoriés, puisque hier Romain Capdepont, le journaliste qui a fait l'enquête, nous disait que c'était les points de stupes répertoriés, il y en a peut-être plus. C'est quand même édifiant pour le département des Bouches-du-Rhône. 200, je peux répondre ? Allez-y. Oui, et plus de 200, donc vous le disiez, points de stupes dans les Bouches-du-Rhône, dont 156 uniquement à Marseille. Mais permettez-moi de m'étonner de ce que l'on présente comme étant une révélation de la part du journal de la Provence, voire même de cette initiative du ministre. Cela fait des années que je le dénonce, notamment au conseil municipal, cette mainmise du trafic de drogue sur la ville de Marseille, parce qu'il n'y a pas que les quartiers nord. J'ai toujours fait savoir que cela minait même les fondements de la ville, que toute une partie de notre jeunesse était coupée des réalités, qu'il serait difficile de la remettre dans le circuit normal de la vie quotidienne avec cet argent facile qui coulait à flot. On m'a rionné au mieux. Au pire, on m'a accusé de vouloir faire peur, de vouloir monter les Marseillais les uns contre les autres, de faire du Marseille bashing. Tant d'années de perdu. Aujourd'hui, on découvre l'humidité de l'eau. Certains découvrent ou font mine de découvrir l'ampleur du trafic, l'ampleur du désastre. Bon, ben écoutez, on va dire que ça part de là, et qu'il faut désormais y mettre les moyens, c'est vrai, policiers. Ils les connaissent tous, les trafics, même la Provence connaît les sites. Donc ils connaissent les trafics, ils connaissent les trafiquants, chaque point de deal. Moi j'ai fait une tournée des 13e et 14e arrondissements avec la police, une tournée des points de deal. Donc ils connaissent où, qui, comment. Ils n'attendent plus que les ordres pour le faire et les moyens de le faire. Mais il faudra aussi une réponse judiciaire. Si les trafiquants sont arrêtés et qu'ils font quelques heures de garde à vue ou quelques semaines de prison, ça ne servira à rien. Il faut donc que toute la chaîne de la sécurité soit reconstituée pour qu'enfin on puisse se débarrasser de ce fléau, parce qu'on doit s'en débarrasser. Stéphane Ravier, je voudrais juste qu'on écoute Gérald Darmanin et vous pourrez lui répondre aussi. Voilà ce qu'il a dit sur le trafic de stupéfiants à Marseille. Il y a beaucoup de règlements de compte parce qu'il y a beaucoup de trafic de drogue. Et vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de dire que le trafic de drogue, il avait comme symbole d'être la mère de toutes les batailles dans l'insécurité. Même le terrorisme est parfois financé par le trafic de drogue, nous en avons désormais la conviction et les preuves. Et lorsqu'il y a des cambriolages, lorsqu'il y a des agressions, lorsqu'il y a des vols avec violence, ils sont souvent le fait de la conséquence de « je dois trouver de l'argent pour payer ma dose » ou « je suis sous l'emprise de la drogue et du coup j'agresse ». Les délits routiers, les refus d'obtempérer, les morts sur la route sont souvent aussi responsables, on trouve un responsable qu'est la drogue. Et donc, y compris, bien sûr, les règlements de compte que Marseille connaît sont des endroits, des moments où le trafic de drogue arrive à son paroxysme, celui de la conquête des territoires. Et j'ai tendance à penser, et toutes les enquêtes le prouvent, que plus la police fait son travail dans ces quartiers, plus elle arrête, plus elle harcèle des points de deal, dont la moyenne en général c'est entre 20 000, 30 000, 40 000 euros par jour. C'est évidemment, quand la police intervient, les démantèle beaucoup d'argent en moins pour les trafiquants, fait naître un certain nombre de règlements de compte. Nous devons les empêcher, beaucoup de ces règlements de compte sont empêchés, il y en a d'ailleurs moins en moyenne que dans les années plus noires que Marseille a connues, grâce à la police judiciaire et grâce au travail de la police. Il y en a encore, ils sont souvent la conséquence du travail de la police qui a mis les gens en prison. Voilà, un diagnostic finalement de Gérald Darmanin. On attend peut-être maintenant une feuille de route pour combattre le fléau de la drogue. Oui, effectivement, le ministre de l'Intérieur découvre l'humidité de l'eau, il découvre la réalité, il ne la cache plus, donc c'est déjà un bon point. Maintenant, il faut aller plus loin, il faut traiter la maladie, maintenant qu'elle est identifiée, maintenant qu'on en connaît son ampleur, puisqu'on en connaît ses auteurs, eh bien, il faut y mettre les moyens humains dans la police. Mais encore une fois, elle sait faire. Donnez-leur les hommes et donnez-leur le matériel, donnez-leur les ordres, eh bien, le travail sera fait. On pourra s'en débarrasser. Et il faut, et on s'en débarrassera encore une fois, si son collègue, M. Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, cesse d'être dans l'exclusionnisme, cesse d'être dans cette idéologie du tout sauf l'enfermement.
il faudra une réponse ferme en matière judiciaire. Donc il faut que les deux ministres puissent travailler dans le même sens. Mais j'attends de voir parce que M. Darmanin, finalement, n'est pas le premier ministre de l'Intérieur à faire ce constat. On a connu un certain Nicolas Sarkozy, on en a connu d'autres qui sont venus caresser dans le sens du poil des policiers, caresser dans le sens du poil des Marseillais, et puis au final, on n'a pas vu grand-chose, on a même vu l'inverse, les effectifs de police qui ont fondu. Monsieur Ravier. Alors aujourd'hui, le diagnostic il est fait, maintenant on attend le traitement, et c'est ce que je dirai demain matin au ministre de l'Intérieur, puisqu'il réunit les parlementaires du département. Je me ferai fort de lui rappeler qu'il m'a donné raison en traitement de l'islamisme. Eh bien, je pourrais lui expliquer les méthodes à prendre pour traiter le trafic de stupes. Alors justement, Monsieur Ravier, sur les méthodes, est-ce que vous diriez qu'il faut de la répression et seulement de la répression, ou comme le disent certains élus politiques plutôt de gauche à Marseille, qu'il faut aussi remettre des services publics dans ces quartiers, essayer de former davantage les jeunes, de leur donner la possibilité de travailler dans des écoles correctes. Est-ce qu'à côté de la répression, il n'y a pas un volet service public, formation que la République française doit aux minots marseillais? Et ce volet de la prévention, cher monsieur, c'est celui qui est instauré depuis toujours en réalité. La politique de la ville qui veut qu'il y ait des milliards d'euros qui soient investis, engloutis, en l'occurrence dans ces quartiers, eh bien justement, il ne manque pas. Et la Cour des comptes a dénoncé ce gaspillage. Mais cher monsieur, donc seule la répression pour vous peut mettre un terme au trafic de stupéfiants à Marseille. Seule la répression. Le volet de la prévention existe déjà. Il existe ce volet-là. Vous parliez des services publics, en tout cas. Mes chers collègues, mes adversaires estiment qu'il faut remettre du service public dans ces quartiers. Mais ils existaient, les services publics. Et ils ont dû fuir devant l'avancée de l'insécurité due au trafic de drogue. S'il y a une crèche qui s'en va de la Busserine, elle existe cette crèche, eh bien elle s'en va parce qu'il y a un trafic de stupes devant la crèche. Donc ce n'est pas l'absence de services publics le problème, c'est l'insécurité qui s'installe et qui fait fuir les services publics, comme ce bureau municipal de proximité à La Rose. Il existait, eh bien il s'en va en raison de l'insécurité, en l'occurrence des menaces islamistes. Donc il ne faut pas voir le problème à l'envers. À la Busserine, on ne manque de rien. Je prends cet exemple parce qu'il y a un trafic de stupes. Il y a une piscine, il y a un stade qui a été refait à neuf, il y a un théâtre, il y a le commissariat qui est non loin, il y a une crèche, il y a une école, il y a un collège. On ne manque de rien, sauf que de rétablir l'ordre républicain avec de la répression. C'est le seul volet en réalité qui manque. Il est urgent désormais qu'il soit appliqué dans l'intérêt de tous les habitants. Une dernière question, Stéphane Ravier, sur les policiers qui vont arriver à Marseille, 100 dans l'année qui arrive, 300 au total. Est-ce que vous partagez l'avis de Yannick Ohanessian, adjoint à la sécurité? C'est un simple rattrapage. Écoutez, moi je n'ai pas les chiffres officiels. Monsieur Ohanessian les a plus assurément que moi, mais tout le monde s'accorde à dire, et les policiers les premiers, qu'il manque d'effectifs, que beaucoup sont partis à la retraite et qui n'ont pas été remplacés en premier lieu par Nicolas Sarkozy depuis quelques années, mais par ses successeurs depuis. On nous annonce l'arrivée, depuis Emmanuel Valls d'ailleurs, de policiers à Marseille, mais à chaque fois, il nous est démontré que ce ne sont pas des effectifs supplémentaires, mais qu'ils viennent en réalité combler, un tant soit peu, le départ des policiers. Donc moi j'attends de voir, on le verra, hein. On le verra dans les rues, on verra s'il y a du bleu marine, et puis on verra dans les résultats. C'est ça la réalité. Moi je crois en l'efficacité, et c'est ce à quoi les Marseillais sont attachés aussi, et pas seulement les effets d'annonce du ministre. Merci beaucoup Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, élu d'opposition aussi à la mairie de Marseille, pour cette réaction donc à la visite de Gérald Darmanin qui vient de se terminer pour ce vendredi, mais il sera, vous l'avez dit, demain d'ailleurs à Rognac je crois, pour inaugurer la gendarmerie de la commune, et vous le rencontrerez, et on a compris le message que vous allez lui faire passer. À bientôt, merci d'avoir accepté cette invitation en direct ce soir sur les antennes d'Azur TV. Marseille, c'est vrai que depuis quelques semaines,
Ça en fait des dossiers à gérer pour l'État, hein, les finances, les écoles, les problèmes de trafic de stupéfiants. On a l'impression que le retard est quand même considérable et on ne fait évidemment pas de Marseille bashing. Ah bah non, on commente l'actualité. C'est vrai que l'actualité est plutôt sinistre ou compliquée à Marseille, donc on commente cette actualité. Et c'est vrai que je pense que le dossier de la Provence, même si on le disait avant même l'intervention du sénateur Ravier, c'est pas d'hier que le trafic de stupéfiants gangrène la ville de Marseille, mais c'est vrai que je pense que ce dossier de la Provence a été une sorte d'électrochoc, et notamment, parce que c'est très parlant et c'est très concret, la comparaison entre le nombre de points de deal recensés. Le sénateur Ravier le dit, mais d'autres l'ont dit avant lui, ils sont connus, ces points. Après, la décision politique, il faut la prendre à un moment donné. Il faut sans doute des effectifs supplémentaires, mais il faut prendre la décision politique. Donc, la question que j'ai envie de poser, qu'il faudrait poser à la mairie de Marseille, qu'on aurait pu poser à Jean-Claude Gaudin aussi, c'est pourquoi pendant des années, aucune décision politique, alors que ces points de deal sont connus, que les acteurs de ces points de deal sont connus, aucune décision politique n'a été prise pour y mettre fin. Je pense que ça touche aussi à la sociologie, à l'économie de la ville de Marseille, et que c'est bien plus compliqué que cela. La question que vous avez posée aussi à Stéphane Ravier, qui est importante, c'est celle de la présence républicaine, alors dans le sens des services publics. Alors, il a fait un inventaire dans certains quartiers des services publics présents, mais c'est pas forcément toujours exact. Les écoles à Marseille déjà sont dans un état, on en a parlé, suffisamment déplorable. Les postes, il y en a presque plus. Les piscines sont quasiment toutes fermées à Marseille. Et les responsables associatifs comme Hassan Amou, qu'on va avoir là dans quelques secondes, nous le diront. Il y a quand même un sérieux déséquilibre entre le nord et le sud. Alors, il y a un déséquilibre entre le nord et le sud, entre les quartiers pauvres et les quartiers évidemment riches ou plus riches. Mais il y a aussi une question financière, Nicolas. Bon, là aussi, on le savait, que les finances de la ville de Marseille n'étaient pas du tout en bon état. L'audit diligenté par Benoît Payan, le maire de Marseille, l'a prouvé. Comment est-ce que vous voulez reconstruire, si tant est d'ailleurs qu'ensuite, il n'y a pas de détérioration volontaire, comment est-ce que vous voulez reconstruire des piscines ou mettre de l'argent dans les écoles quand vous avez 2 milliards d'euros de dettes et que les finances d'une ville aussi importante que celle de Marseille, deuxième ville de France, que ces finances sont exsangues. Donc il y a une équation, là, si vous voulez, qui est très, très compliquée. C'est-à-dire reconstruire avec quel argent, avec quel type d'emprunt. Je pense que la municipalité de Marseille est dans une situation politique et économique très compliquée. Gérald Darmanin, et on rejoindra Hassan Amou juste derrière, vient à Marseille avec... une annonce presque réchauffée, on le savait, on l'avait déjà dit. Pour les 300 personnels supplémentaires. Est-ce que c'est suffisant? Alors je ne dis pas qu'il faut à chaque fois venir annoncer, mais là ça tombe mal quand même. Le dossier de la Provence a fait du bruit, il y a de nombreux règlements de compte ces dernières semaines, on est en pleine pandémie. Voilà, on l'attendait peut-être avec d'autres annonces. Oui, il y a peut-être une erreur de communication de la part du ministère de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur. Parce que quand vous venez, après le dossier de la Provence à Marseille, le fait de venir avec ce que le maire adjoint à la sécurité tout à l'heure dans le sujet disait une simple mesure de rattrapage avec ces 3 ans effectifs supplémentaires, évidemment, après le dossier de la Provence, on s'attendait à un petit plus. On aurait aimé que le ministre de l'Intérieur soit Monsieur Plus en termes d'effectifs. Bon, il ne l'a pas été. Je pense que, du coup, sa visite, je ne dis pas qu'elle tombe à plat, mais en tout cas, comme vous l'avez dit, c'est un peu du réchauffé. Il n'y a pas d'annonce spectaculaire. Et puis, sur un point quand même concret, parce que j'essaie de l'avoir de la mémoire, c'est pas la première fois, effectivement, qu'un ministre de l'Intérieur promet des effectifs supplémentaires. Le sénateur Ravier rappelait les promesses de Manuel Valls lorsqu'il était Premier ministre. Voilà. Et depuis, je ne pense pas que la situation marseillaise se soit apaisée ou se soit simplifiée. Donc les effectifs qui étaient promis il y a quelques années, sans doute qu'ils sont trop faibles aujourd'hui au vu de la situation marseillaise qui, à mon sens, en tout cas lorsqu'on voit ces faits divers et lorsqu'on voit ces dossiers, ne cesse d'empirer. Au passage, est-ce que vous pensez que la mairie de Marseille a eu raison de se priver des crédits que proposait l'État sur la vidéoprotection? Il y a un moratoire, on le rappelle à Marseillais, sur la vidéoprotection pour démanteler les points de deal. Avoir des images, c'est peut-être... Alors, vous me direz, en général, les trafiquants repèrent les caméras et se mettent pas devant. Mais est-ce que... ils les cassent. Si vous voulez, là... Est-ce que c'est pas un choix idéologique? Bien sûr que oui, c'est un choix politique. La gauche défend surtout l'idée de la liberté, etc. Mais enfin, quand vous êtes dans une ville, parfois dans certains quartiers à Marseille, qui est totalement insécurisée, si vous n'avez rien à vous reprocher, des vidéos, ça ne peut pas vous gêner. Donc je pense qu'il y a un choix politique et idéologique
que peut-être d'ailleurs la mairie de Marseille devra justifier à un moment donné, parce que si vous voulez sécuriser la ville avec des caméras, des vidéosurveillance, c'est plus difficile peut-être à faire accepter pour une municipalité de gauche que pour une municipalité de droite. Mais là, j'allais dire, la sécurité, elle n'a pas de couleur politique. Et vu à la vitesse à laquelle les choses parfois se dégradent à Marseille, je pense que s'il y avait une sorte de référendum de fait à Marseille, je ne pense pas qu'une majorité des gens s'opposeraient. Je rappelle ce que nous disait le député hier de La République En Marche, Saïd Hamada, qui nous disait 99% des Marseillais sont des gens tranquilles, qui aspirent à vivre tranquillement. Ces 99%-là, je ne vois pas comment ils s'opposeraient à vivre encore plus tranquillement si on installait des vidéosurveillance dans les rues les plus problématiques de la cité phocéenne. Alors on a quelques petits soucis à joindre Hassen Hamou, on va essayer de le joindre là dans les secondes qui arrivent. On peut rappeler donc peut-être l'information confirmée par Gérald Darmanin, ces policiers supplémentaires qui vont arriver à Marseille, 300 au total sur les prochaines années, ils seront une centaine dès cette année. Gérald Darmanin qui va également poursuivre sa visite dans les Bouches-du-Rhône demain avec une gendarmerie et la rencontre des parlementaires du département qui vont, comme on l'a entendu avec Stéphane Ravier, probablement lui soumettre quelques idées pour pouvoir avancer dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Du coup, je vais vous poser une dernière question, Eric, puisque il faudrait quand même qu'on ait Hassen Hamou avant de passer à la Covid-19. Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, est-ce que c'est pas lui qu'il faudrait qu'on voit à Marseille aussi pour le suivi judiciaire des affaires de stupes? Si, comme on avait dit, vous vous souvenez, au moment de ce grand raout autour de la sécurité et de la police, autour du Beauvau, que ce serait bien que le ministre de la Justice vienne parler, vienne participer à ce Beauvau de la sécurité. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on entend des responsables politiques, et peut-être associatifs dans quelques minutes, souvent, qu'est-ce qu'on entend dire ? On entend dire, et parfois même dans la bouche des forces de l'ordre, on entend dire, nous on interpelle, derrière on remet notre interpellé à la justice, et la justice le libère trop vite, parfois sans peine. Rappelons quand même que Christiane Taubira avait aboli les fameuses peines planchées et qu'aujourd'hui, la justice allait quand même montrer du doigt. Donc c'est vrai que ça semblerait plus efficace si le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice se parlaient, échangeaient et étaient dans la possibilité d'avoir un dialogue franc, je pense, parce qu'encore une fois, les forces de l'ordre, et ils doivent le dire constamment au ministre de l'Intérieur, ont le sentiment qu'ils arrêtent, qu'ils interpellent, mais que derrière, la justice, parfois, ne fait pas son œuvre et libère trop vite les interpellés qu'on retrouve 3 jours après au même endroit. La connexion est établie avec Hassen Hamou, responsable associatif à Marseille. Bonsoir Hassen, merci d'avoir accepté notre invitation. Des policiers supplémentaires qui arrivent à Marseille, notamment pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Est-ce que ça doit être le seul volet déployé par l'État ? Est-ce que vous pouvez répondre à Stéphane Ravier qui dit qu'il y a tous les services publics qu'il faut dans les quartiers dits sensibles ? Non, c'est faux. D'ailleurs, un nombre d'observateurs, d'analystes notera que le disent d'ailleurs que nous sommes l'une des villes de France les plus inégalitaires en termes de services publics, en termes de disparition de services de proximité. Les habitants l'ont dit d'ailleurs à la venue du ministre de l'Intérieur, que ce sentiment d'abandon est grandissant, il est de plus en plus fort. Et ça se comprend aussi que dans ces conditions-là, l'exercice du service public dans les quartiers est compliqué. Parce que quand vous avez des hommes cagoulés à l'entrée des cités, ça rend forcément l'accès aux services publics aussi compliqué. Mais il y a une disparition des moyens, et je pense que Marseille est, en tout cas, est l'une des villes des sacrifiés des moyens, en tout cas mis en place par l'État ces dernières années. Les coupes budgétaires, on le subit de plein fouet. Alors évidemment, le ministre de l'Intérieur n'est pas le ministre de la ville, donc c'est peut-être pas à lui de parler de ces sujets-là, mais c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que du coup, vous n'attendez pas les ministres spécialisés sur ces questions à Marseille ? Les renforts policiers arrivent, c'est peut-être encore insuffisant, mais ils arrivent. Est-ce que maintenant, vous attendez un volet social ? On attend un volet social, on attend une approche globale
de l'ensemble des services, que ce soit de l'État ou des collectivités aussi. Je le dis, dans cette affaire, il y a plusieurs volets politiques, à la fois des instituts, des collectivités locales, et il y a aussi au niveau de l'État. Et cette approche globale, c'est ce qu'on attend depuis des années. Il faut dire que là, c'est 100 policiers qui sont annoncés pour 2021. Et ensuite, il y aura la présidentielle, et sans doute qu'il va falloir attendre, peut-être que ce sera le même ou pas, un autre ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les effectifs de police. Mais l'approche globale qu'attendent les quartiers depuis des années, depuis des mois, n'est pas au rendez-vous. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire il y a une incohérence, un manque d'efficacité globale dans l'approche globale sur les difficultés que connaissent les quartiers. Mais Monsieur Hamou, vous entendez aussi les gens qui disent comment essayer de détourner des jeunes, la plupart du temps, qui gagnent des fortunes. Quel horizon peut-on leur proposer quand ils ont mis à la fois le doigt et parfois ils consomment eux-mêmes? Quel avenir leur proposer qui puisse les sortir de ce type de trafic, sinon en prenant des mesures coercitives, des mesures policières et des mesures de justice? Vous entendez également ce type de raisonnement? Bien sûr qu'on l'entend, et il est évident que ceux qui posent les actes qu'ils posent doivent être punis. C'est quelque chose que tout le monde a à l'esprit et accepte. Mais la seule réponse policière ne peut pas être l'alpha et l'oméga de toute la politique du gouvernement. Il faut qu'aussi, à un moment donné, sur tous ces aspects, nous traitons l'ensemble de la difficulté. Il n'y a pas que des jeunes voyous dans ces cités, il n'y a pas que des jeunes qui ont pour seul avenir le trafic de drogue ou faire le chouf en bas de la cité. Donc il faut considérer ces habitants en premier lieu. Ensuite, il y a des mineurs isolés qui font la main-d'œuvre de ces trafics, qui les utilisent justement pour pouvoir faire les choufs, parce que judiciairement, ils risquent un peu moins que l'adulte. Ceux-là, il y en a qu'on pourrait rattraper in extremis, et il y en a, je suis au regret de le dire ici à votre antenne, pour lequel c'est perdu d'avance. Et on le sait que c'est perdu d'avance. Et on sait aussi qu'on a sacrifié une partie, il faut le dire aussi, d'une génération entière. Parce que ces mineurs-là se sont laissés embarquer par l'argent facile, par l'embrigadement des plus grands, et parce que la République aussi, d'une certaine manière, les a ignorés depuis trop longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de l'argument qui dit qu'aujourd'hui, c'est ce qui achète la paix sociale dans les quartiers? On a des règlements de compte, certes, il y a des points de contrôle à l'entrée de certains quartiers, mais certains spécialistes disent que ça serait pire si on venait déranger les trafiquants. Moi, je crois que ça, c'est un faux argument, on le voit bien. Ces jeunes-là, cette spirale ne s'arrêtera pas aux portes des quartiers de la ville. On a bien vu que ça se passe sur la passerelle de Plombert. Donc la paix sociale, je suis désolé, ces analystes-là, il faut qu'ils arrêtent d'essayer de vendre cette image qui explique que c'est une espèce d'équilibre. C'était peut-être vrai il y a 15 ans en arrière, parce que justement, la prise du trafic cohabitait ou coexistait assez bien avec un certain nombre d'environnements. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Mais alors, si ce que vous dites est juste et que votre analyse est juste, comment est-ce que vous expliquez que ces points de deal sont connus, jusque et y compris du journaliste de la Provence qui a fait ce reportage choc? Il est connu ils sont connus des policiers, et qu'il ne se passe rien. Si tout le monde sait où ça se passe, avec qui, comment et qu'est-ce qu'on vend, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de décision de prise pour arrêter? Sinon, pardonnez-moi, je reviens sur l'idée de Nicolas Gallup, sinon parce que ça dérangerait une certaine habitude ou une certaine paix sociale. Pourquoi est-ce qu'on ne fait rien alors? Ça, c'est une sacrée question. Moi, je pense qu'il y avait la problématique des effectifs de police. Elle est effectivement, elle était urgente et criante. C'est-à-dire que c'était une vérité. Nous sommes la deuxième ville de France, on était sous-équipés en effectifs de police. En revanche, dire qu'en gros, l'État ou les politiques se rendraient coupables de laisser cette situation-là pour laisser prospérer une certaine paix sociale, j'ai envie de me refuser à croire ça. Sinon, ça voudrait dire qu'ils organisent, ou en tout cas que ce sont l'un des maillons de la chaîne qui organise aussi d'une certaine manière indirecte au trafic. Moi, je ne peux pas me résoudre à ça et je ne peux pas entendre ça. En revanche, c'est sûr que si vous allez récupérer un jeune, je pense qu'il y a un problème juridique dans cette affaire. Parce que prendre un jeune qui fait le chouf à l'entrée des cités, quand la police arrive, ils détalent, s'ils se font rattraper, comme ils sont sur eux, on ne peut pas les incriminer. Il est difficilement possible de les relier au trafic. Et d'ailleurs, il y a une main-d'œuvre des mineurs qui aujourd'hui est connue, puisqu'ils naviguent entre chaque cité des quartiers nord de la ville, donc ce ne sont jamais les mêmes jeunes. Et d'ailleurs,
pour une majorité d'entre eux, ils ne pèsent pas le maillon de la chaîne pour éviter justement que la police ait une prise sur j'ai envie de dire, les responsables de ce trafic. Donc voilà, c'est un système bien huilé, quoi. Merci beaucoup Hassan Amou, responsable associatif à Marseille, pour votre réaction ce soir, donc après le passage du ministre de l'Intérieur qui n'est pas terminé. On voit que c'est un vaste sujet, comme souvent avec Marseille, mon cher Éric. Autre gros dossier de l'actualité, Jean Castex qui prenait la parole. Nice et le littoral des Alpes-Maritimes confinés ce week-end. Est-ce que le Var et la Provence allaient basculer? Eh bien non. Par contre, il y a une vigilance accrue, mon cher Éric, sur ces deux départements. Oui, il y a une vigilance accrue essentielle. et en ce qui concerne les départements de notre région, vous avez raison, c'est l'annonce essentielle. Mais si on devait résumer l'intervention du Premier ministre tout à l'heure, qui a parlé juste avant Olivier Véran, c'est que le Premier ministre a annoncé que dorénavant, 20 départements étaient en surveillance renforcée et que si la situation continuait, de possibles nouvelles mesures de restriction pourraient être annoncées dès la semaine prochaine. Je vous rappelle que hier, on était entre 10 et 13 départements sous surveillance. Là, le Premier ministre a cité le chiffre de 20. Donc ça veut dire que la situation non seulement n'est plus sur un palier, mais a tendance à de nouveau augmenter et que ces 20 départements, peut-être, auront le droit également à un confinement du week-end. J'ai cru comprendre entre les lignes, mais la situation est mouvante, pour ne pas dire émouvante, que le Premier ministre écartait à ce stade un confinement total tel qu'on les a connus. Donc on va suivre et on attendra évidemment les annonces la semaine prochaine, comme l'a dit Jean Castex. Et autre annonce, l'ouverture de la vaccination à partir de 65 ans, à partir du mois d'avril. Voilà, donc le tranche d'âge qui recule. Le Var donc échappe au confinement, mais il n'échappera peut-être pas à la visite des maralpins qui vont peut-être fuir. Alors on l'a vu hier avec les stations de ski. Vont-ils aller dans le Var, à Fréjus notamment, juste de l'autre côté de la frontière? Reportage de Claudia Olivier. Christine travaille dans cet hôtel situé à une centaine de mètres des plages de Fréjus. Depuis les annonces d'un confinement prévu sur le littoral des Alpes-Maritimes pour ce week-end, le nombre de réservations a augmenté. Demain soir, on va dire qu'on a à peu près un peu plus de la moitié de l'hôtel qui est de réservé, ce qui est assez rare pour un vendredi soir. Par contre, samedi, c'est beaucoup plus calme et la semaine qui vient est quasiment nulle. Mais les maralpins restent tout de même vigilants. Dame de Cannes ce matin qui a téléphoné savoir si elle pouvait venir passer le week-end ici afin de s'aérer un petit peu et qui rappellera demain après l'annonce du Premier ministre pour savoir si la réservation est maintenue ou pas. Pour les habitants et commerçants de Fréjus, le confinement chez les voisins n'est pas forcément une bonne nouvelle. Je pense que c'est pas forcément utile, sachant que j'ai de la famille donc, qui est à Nice et qui eux-mêmes m'ont dit du coup on va venir passer le week-end chez vous le temps que le confinement s'arrête. Pour moi je pense que c'est pas utile de confiner qu'une partie du littoral. D'après le maire de Fréjus, David Racheline, les contrôles de police vont donc être renforcés tout au long du week-end. La police circulera en ville, se mettra à des points stratégiques comme les sorties d'autoroute, etc. Et je le dis tout de suite, c'est pas parce que nous en avons après, évidemment, les habitants des Alpes-Maritimes, avec lesquels nous sommes voisins, bien au contraire, mais dans le cas présent, nous faisons en sorte de faire respecter les règles qui ont été et les dispositions qui sont mises en œuvre par l'État et ses services. Pour le docteur Mondin, infectiologue au CHU de Nice, le confinement prévu sur le littoral des Alpes-Maritimes pour les 2 prochains week-ends n'est pas forcément une bonne solution. On va dire que les Niçois qui auront la chance de pouvoir partir vont bien sûr profiter de cette période pour ne pas avoir à subir ce confinement et donc vont aller exporter le virus soit dans l'arrière-pays beaucoup plus loin, soit effectivement dans le Var, ou soit dans des régions où ce confinement de week-end n'aura pas lieu. Donc il y a un gros risque qu'on exporte cette dissémination virale. Avec un taux d'incidence de 314 pour le Var, dont 85% de cas de variant anglais présents sur la communauté d'agglomération fréjussienne, le département pourrait lui aussi être soumis à un confinement le week-end dans les prochaines semaines. Allez, on va y rester à Fréjus-Saint-Raphaël, sur le territoire de la CAVEM, avec Aurore Laroche. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de Esterel Caravaning, mais également la présidente de l'agence Esterel Côte d'Azur. Alors, d'abord, première question, vous avez échappé au confinement. Déjà, j'imagine que pour le week-end qui arrive, ça vous rassure un peu.
Alors, nous venons d'échapper au confinement, mais comme nous avons entendu notre Premier ministre, ce n'est que reculer pour mieux sauter, car suite aux concertations, nous aurons réellement une réponse à partir du 6 mars. Alors maintenant, la chance que nous avons en ce moment, c'est que sur notre territoire, il n'y a qu'une dizaine d'hôtels et que quelques campings d'ouverts. Alors d'habitude, nous avons 60 établissements d'ouverts à cette période. Et sur cette période, bien sûr que nous pouvons constater que nous avons une nouvelle clientèle qui vient d'arriver ces derniers jours, avec un taux de remplissage aujourd'hui de 60% sur le territoire de la CAVEM en Estérel, Côte d'Azur. Ah, c'est un bon chiffre quand même, parce que avec les discours, avec évidemment la crise sanitaire, peut-être les Français qui voyagent moins, 60% de taux d'occupation, c'est pas mal. 60% de taux d'occupation, c'est même bien, mais 60% de taux d'occupation que sur une dizaine d'établissements d'ouverts. Alors, il faut savoir qu'à la même époque, l'année dernière, nous avions 30 à 40% de taux d'occupation sur tous les établissements. Alors, j'ai appelé plusieurs établissements ouverts tout à l'heure quand j'ai su que j'allais avoir cette interview et qu'ils m'ont dit que c'est, alors comme le Best Western à Saint-Raphaël, que ces derniers 24 heures, ils étaient passés de 30 réservations à 60 demain soir jusqu'à 75 pour le week-end. Sur 100 chambres, c'est quand même assez important. Et on sait d'où viennent ces réservations, ils vous ont dit, c'est des gens des Alpes-Maritimes ? Et oui, ce sont des gens des Alpes-Maritimes qui ont décidé de s'aérer et de profiter du voisin qui est encore pour quelques jours ouvert. Vous n'avez pas peur d'être, pas contaminé, mais que ça crée des clusters, parce qu'apparemment dans les Alpes-Maritimes, ça circule beaucoup. Évidemment, c'est une crainte, c'est véritablement une crainte. Il aurait été souhaitable que tout le monde écoute les recommandations de notre Premier ministre, l'idée étant de retarder au maximum ce confinement général et puis d'aller à la vaccination. Je pense qu'il aurait été souhaitable que tout le monde, par solidarité, reste et puis protège la population. Éric ? Oui, alors on peut se poser la question effectivement, parce que vous disiez tout à l'heure, on a peut-être reculé pour mieux sauter dans le confinement du week-end, mais comme le disait Nicolas Gallup, si la contamination se déplace des Alpes-Maritimes vers le Var ou vers les Bouches-du-Rhône, là c'est peut-être tout le Sud qui risque d'y passer la semaine prochaine, lorsque le Premier ministre, qui a annoncé cette clause de revoyure, mettra en place peut-être de nouveaux confinements. Donc c'est quand même, il y a l'économie qu'il faut sauver, ce que vous dites, ça marche bien dans le Var, et puis il y a la réalité sanitaire. On voit toujours, qu'on soit au niveau national ou local, les deux s'entrechoquent, et l'économie et le sanitaire, il faut faire gagner quoi ? L'économie pour vous, évidemment, ou le sanitaire ? C'est une dualité. Mais suite à la concertation que les élus auront avec les différents préfets de ces 20 départements, notre gouvernement prendra un choix de confinement ou pas. Et peut-être qu'à partir du 6 mars, nous serons comme les Alpes-Maritimes. C'est malheureusement regrettable, mais bon, c'est à voir au 6 mars. Merci beaucoup Aurore Laroche d'avoir accepté cette invitation, directrice d'Estérel Caravaning à Saint-Raphaël, sur le territoire de la CAVEM. À bientôt sur les antennes d'Azur TV. On va apprendre maintenant le pouls politique. Alors, élément important, Éric, c'est que Jean Castex a dit que les préfets, normalement, avaient commencé à concerter les élus. On a vu que dans les Alpes-Maritimes, certains élus avaient peu apprécié la concertation parce que parfois elle n'avait pas eu lieu. Oui, alors c'est toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Est-ce qu'une réunion de 2h30, 3h avec le préfet des Alpes-Maritimes et à distance des maires suffit à parler de concertation ou pas ? Moi, ce que je note quand même, c'est que, encore une fois, et souvent le Grand Direct s'en est fait l'écho, on a entendu des maires, des responsables politiques nous expliquer que tout ça a été pris depuis Paris et qu'il fallait une territorialisation des décisions.
je ne sais pas, encore une fois, si la concertation avec le préfet ici ou avec d'autres préfets est suffisante. C'est quoi une concertation? C'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours. Bon. Mais en tout cas, on ne peut pas faire ce procès-là, me semble-t-il, puisque on dit, là, aujourd'hui, on n'est plus sur un confinement national, on est sur plutôt des confinements régionaux ou départementaux si l'épidémie continue de croître. Bon, alors si maintenant les mêmes élus qui réclamaient des décisions locales parce qu'ils connaissent mieux que quiconque les réalités épidémiques de leur territoire, si les mêmes nous disent qu'ils aimeraient davantage encore de concertation et davantage de délocalisation du pouvoir, là, j'avoue que les bras m'en tombent un peu et que je ne comprendrai plus grand-chose. Maintenant, encore une fois, chacun voit midi à sa porte lorsqu'on parle de concertation. Voilà. Alors, mais l'épidémie n'attend pas quelques jours. Voyez. Non, bien sûr. On va poser la question à un maire du Var, justement, la commune du Revest, juste à côté de Toulon. Bonsoir, monsieur le maire, Ange Musso qui est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean Castex a dit que dans les territoires concernés, donc dans le Var, le préfet devait entamer des concertations avec les élus. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette concertation, monsieur le maire ? Bonsoir. Une concertation, c'est surtout de prendre notre avis. Ensuite, c'est à l'État de décider, c'est certain. En ce qui me concerne, je donnerai mon avis, mais c'est que l'avis d'un maire d'une petite commune, donc qui est certainement moins touché que les grandes collectivités. En revanche, qu'ils prennent notre avis pour de bon ce coup-ci, pas comme il y a 3 mois. Est-ce qu'avec un taux d'incidence de 313, vous considérez que la situation est inquiétante dans le Var et que la question du confinement se pose? En gros, est-ce que vous êtes opposé à ce qu'on confine, comme dans les Alpes-Maritimes par exemple, le littoral varois? Être opposé ou pas, je n'en sais rien. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une décision de l'État. Moi, je considère qu'il y a un État en France qui doit prendre ses responsabilités. Maintenant, est-ce que c'est la solution? Je pense que le confinement, c'est une solution du Moyen-Âge qui était appliquée au Moyen-Âge. La solution, ce sont les vaccins. Donc, il faut qu'on arrive à faire quelque chose pour les vaccins. Il faut qu'on arrive, enfin, l'Institut Pasteur, Sanofi n'ont pas réussi à créer un vaccin, qui soit au moins capable de produire le vaccin des autres. Alors là, effectivement, vous l'avez souvent dit aussi, Éric, néanmoins, on voit bien qu'on est confronté à un problème, on n'arrive pas à approvisionner. Donc est-ce que le confinement n'est pas la deuxième solution dans la liste, monsieur le maire? Oui, et s'il ne nous reste plus que cette solution, appliquons-la. Alors il faut quand même noter, puisque vous parliez de Sanofi, le laboratoire Sanofi, qu'il a mis à disposition quelques-unes de ses chaînes de production, précisément pour produire le vaccin des autres, le vaccin des voisins, notamment le Pfizer. Donc les laboratoires essaient de s'organiser, mais on voit bien qu'il y a une espèce de course contre la montre qu'on n'est pas sûr du tout de gagner, c'est-à-dire les doses manquent, l'épidémie mute avec les fameux variants, et on a le sentiment, à tort ou à raison, que les mutations et le développement de ces variants va plus vite que les vaccinations et que la disponibilité des doses. Donc on dit que le chef de l'État réfléchit à une sorte de méthode qui permettrait de vivre quand même avec la Covid-19, mais en attendant, même si vous considérez que c'est moyenâgeux, à part l'idée de confiner, ça a été terrible et horrible et on s'en souvient, même si on a l'impression que ça fait des siècles, le confinement du mois de mars a porté ses fruits. Quand vous voyez la courbe, l'effondrement est total au bout de quelques semaines parce que le pays entier était confiné. Peut-être un petit problème de son. Je ne vous entends plus, je suis désolé. Ah ben oui, je pensais que il y avait un petit délai. Non, Éric disait, je ne sais pas si vous nous entendez, que le confinement avait bien marché la première fois. Non, je vous entends très mal, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, écoutez, monsieur le maire, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. On a compris le message aussi. On va surveiller la situation du Var de près. Je rappelle que vous êtes le maire du Revest, juste à côté de Toulon. Merci à vous et bonne soirée. Guilhem va nous rejoindre dans quelques instants. Évidemment, c'est là aussi la décision politique qui est sur le grill, parce que défendre le confinement, c'est pas très populaire. Et en même temps, vous l'avez dit, quelle solution on a face à l'épidémie qui galope? Bah oui, face à l'épidémie qui galope, même si certains, par exemple les Alpes-Maritimes, contestent ce confinement du week-end.
Exactement, un professionnel de l'immobilier que vous avez reçu, Eric, pour votre émission immobilière à Nice. Laurent Mérengone, qui est donc agent immobilier, a déposé un recours contre le confinement ce week-end, même si les arrêtés ne sont pas publiés. Il s'est exprimé à ce sujet à votre micro. Avec mon avocat, on a décidé d'attaquer cette décision qui, pour nous, est une décision totalement aberrante. Donc on considère que c'est une entrave à notre travail, puisque nous travaillons essentiellement le samedi dans ce métier, mais ce n'est pas uniquement au niveau du travail, c'est aussi en tant que citoyen. On a décidé d'attaquer une procédure au tribunal administratif que nous espérons gagnante, puisqu'il y a pas mal de failles dans cet arrêté qui, à notre avis, est attaquable. Alors bon, l'arrêté n'est pas déposé pour l'instant. Hein. C'est ça le paradoxe, c'est qu'ils vont peut-être le déposer 1 heure avant le confinement. Voilà, il a pris les devants, hein, donc Laurent Mérengone avec son avocat, parce que effectivement l'arrêté pour l'instant n'est pas officiellement publié. Les Alpes-Maritimes, toujours dans l'œil du cyclone, Christian Estrosi a fait le point sur la vaccination à Nice, le maire de la commune qui souhaite que le rythme s'accélère. Alexis Ricard. Ce centre de vaccination au Palais Nicaïa de Nice a ouvert le 2 février dernier. Christian Estrosi s'est rendu sur place ce matin pour faire le point sur la campagne de vaccination menée à Nice. Sur la plateforme métropolitaine, nous avons 92 910 personnes qui se sont inscrites. Nous en avons 62 910 sur la ville de Nice et 32 000 sur les autres communes de la métropole. Et sur la totalité de ces 95 000 personnes inscrites sur la plateforme métropolitaine, nous avons déjà 17 315 personnes à ce matin qui ont été vaccinées, dont plus de 9 400 qui ont reçu leur deuxième injection. Il n'y a pas une seule personne inscrite sur la plateforme parmi les 95 000 de plus de 75 ans qui n'est pas programmée jusqu'à sa deuxième vaccination. C'est-à-dire que je peux aujourd'hui confirmer que d'ici fin avril, toutes les personnes de plus de 75 ans auront reçu leur deuxième injection. Au-delà des chiffres, le maire de Nice entend bien étendre la vaccination grâce aux doses d'AstraZeneca. Nous avons reçu une première livraison de 9000 doses d'AstraZeneca et que la semaine prochaine, nous en aurons 30 000 qui nous seront acheminés pour l'ensemble du mois de mars. Ce vaccin est destiné d'abord aux professionnels de santé au sens large, médecins, infirmiers, kinés, aides à domicile, de moins de 50 ans et les plus de 50 ans avec comorbidité. J'ai demandé pour accélérer la campagne et d'avancer vers l'immunité collective la possibilité au ministre de vacciner au-delà du corps médical tous les plus de 50 ans jusqu'à 64 ans. Mais pour le moment, les bénéficiaires hors soignants sont toujours les plus de 75 ans. Très bien, l'accueil très bien, tout s'est bien passé, bien organisé, je félicite. Très bien, très bien. J'ai été surpris parce que je m'attendais à sortir quelque chose, rien du tout. Très bien organisé, j'attends mon petit papier pour partir, pour revenir dans un mois, c'est parfait. Les soignants non rattachés à l'hôpital public se verront également remettre 2 masques FFP2 par jour. Christian Estrosi doit annoncer des mesures complémentaires au confinement de ce week-end. Des mesures qui sont attendues ce soir ou demain, mon cher Eric. En attendant, la justice, elle, a créé un précédent. Ah oui, c'est une première dans ce type de contentieux. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en effet, cet après-midi, a condamné, vous vous souvenez de ce dossier, l'assureur AXA a indemnisé le restaurateur de l'Espigoulier, on en avait parlé à Marseille, pour les pertes d'exploitation subies à cause de la crise de la fameuse Covid-19. Alors, ce restaurant, il faut le savoir, c'est assez particulier, avait souscrit en 2017 une assurance qui lui garantissait justement d'indemnisation ces pertes d'exploitation s'il y avait une épidémie liée évidemment à une fermeture administrative. Il faut quand même savoir que le cas de ce restaurateur marseillais n'est pas isolé puisque on estime globalement à 15 000 restaurateurs qui auraient souscrit le même type d'assurance en France. Vous imaginez comment cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence peut faire jurisprudence. Alors, AXA, quand même, concrètement, devra payer sur la période du premier confinement, mais aussi de la fermeture administrative de cet automne, de l'automne 2020, après une évaluation, et ceci sur les 2 mois qui viennent, sous astreinte financière. Donc vous voyez que la justice là, ne rigole pas. Rappelons,
que le groupe... Oui, c'est une mesure forte. Rappelons quand même que le groupe AXA, c'est un géant de l'assurance. Il est présent dans 64 pays. Bon, son bénéfice a chuté, mais enfin, c'est encore 3 milliards d'euros en 2020, je regardais. Bon, mais cette affaire du restaurant marseillais a déjà donné des idées aux quatre coins du pays. La bataille juridique, alors, n'est pas encore tout à fait terminée parce que les avocats d'AXA essaient de contre-attaquer. Mais au-delà du montant global qui intéresserait peut-être les 15 000 quand même restaurateurs qui ont souscrit ce type de contrat, il y a un problème d'image quand même pour les assureurs. Rappelons quand même qu'à plusieurs reprises, vous en souvenez, Emmanuel Macron avait montré du doigt les assureurs pour leur demander de mettre davantage la main à la poche, parce que les assureurs, eux, ils ont vu le nombre de sinistres chuter pendant la période du confinement. Prenez les accidents de la route, par exemple, mais ils ont continué d'empocher, évidemment, des primes d'assurance, parfois d'ailleurs en les augmentant. Alors, le philosophe Comte Sponville disait souvent que l'économie n'est ni morale ni immorale, mais amorale, c'est-à-dire sans morale. C'est pas une question de morale, l'économie, certes, mais je pense que dans la situation dans laquelle on est, il est temps que l'économie et ses acteurs principaux deviennent un peu plus proches et un peu plus humains. Bonsoir, Guilhem Bricavi. J'imagine que vous avez écouté avec attention l'édito d'Éric Revel, qui est aussi en lien avec ce qu'il y aura demain dans le journal La Provence, dont vous dirigez les rédactions. Vous reviendrez aussi beaucoup sur l'intervention de Jean Castex. Ça y est, on y est, ce qu'on disait hier. Alors, on était un peu pessimiste en craignant le confinement. Bon, pour le moment, Var et Bouches-du-Rhône y échappent, mais ça nous pend au nez quand même. Oui, effectivement, parce que ces mesures de surveillance renforcées, effectivement, vont juste reporter sans doute de quelques jours une décision qu'il faudra bien prendre à un moment donné, parce qu'on voit bien ce taux d'incidence dans les Bouches-du-Rhône et le Var qui progresse fortement, qui se rapproche de celui qui était déjà mesuré dans les Alpes-Maritimes, et donc on va sans doute arriver assez rapidement à cette même mesure de confinement le week-end. Ça, c'est le premier point. Il n'y aura pas véritablement de surprise. C'est en tout cas le sentiment qui prédominait ce soir à Marseille après cette longue allocution de Jean Castex. Alors, je voudrais vous faire écouter un son de notre fameuse infectiologue, parce qu'on l'entend beaucoup depuis hier sur notre antenne, mais elle dit des choses tellement intéressantes que c'est peut-être un écueil à éviter pour la suite. Vous savez, dans les Alpes-Maritimes, il y a la moitié du département qui n'est pas confiné ce week-end. Or, Véronique Mondin nous explique que le brassage des populations favorise la diffusion des variants anglais. Donc on peut imaginer que les gens qui sont censés être confinés et qui vont vouloir s'échapper pourraient être des sources de contamination. On l'écoute sur ce sujet. Ce qu'on pense, c'est que ces variants sont quand même maintenant arrivés particulièrement dans notre région, avec des noms assez évocateurs, variants anglais, on n'a encore pas beaucoup de variants sud-africains, brésiliens, mais c'est vrai que tous ces variants ont été favorisés par les brassages de population, notamment par le tourisme, qui est quand même très important chez nous. Et c'est vrai qu'on se pose la question de savoir si on n'aurait pas pu anticiper ces mouvements de population, être beaucoup plus vigilant depuis avant les vacances de Noël sur la circulation des personnes et faire en sorte qu'il y ait des contrôles beaucoup plus stricts de ces touristes qui viennent, qui passent soit par la frontière italienne, soit par l'aéroport. En fait, on est en incapacité de savoir aujourd'hui quels sont les contrôles faits à l'aéroport. Et de tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème de responsabilité qui est important et qui doit être signalé. Voilà, reportage demain d'ailleurs à l'aéroport de Nice avec Alexis Ricard. D'où ma question, Guilhem. Est-ce que dans toutes ces mesures, on n'en a pas oublié une? C'est la fameuse barre des 100 km ou des 50 km, je ne sais pas, plutôt que de confiner. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, on ne confine pas mais vous restez chez vous, quoi? C'est vrai que ça aurait pu être une autre doctrine choisie, une doctrine qui avait montré une part de son efficacité, en tout cas au tout début du premier confinement, quand les distances autorisées étaient plus limitées. De fait, forcément, la circulation du virus est plus modérée parce qu'on évite le brassage des populations, on évite que des gens contaminent d'une région à l'autre. Ça, c'est une évidence mathématique et statistique. Ça, c'est certain que ça aurait pu être un axe de travail important et pris en compte par les services de l'État. Guilhem, je vais peut-être vous poser une colle, alors n'y voyez aucune malice de ma part, mais là on voyait l'exemple de l'aéroport de Nice où cet infectiologue qui connaît bien Nice, évidemment, puisqu'elle travaille au CHU, nous disait qu'il n'y a pas vraiment de contrôle, ou c'est des contrôles complètement aléatoires. Est-ce que d'après vous, à l'aéroport de Marseille, on contrôle plus efficacement les gens qui arrivent et qui partent? Écoutez, alors ça, je ne pourrais pas vous dire. C'est ça que je vous parlais de colle.
Oui, ça je n'en sais rien, mais même avec un contrôle massif dans les aéroports, dans les ports également, puisqu'il y a quand même des bateaux qui se déplacent, même avec des contrôles massifs et même avec des gens de bonne foi, forcément le risque est accru de transporter un virus. Les variants anglais ou sud-africains portent ce nom-là parce qu'ils viennent de ces régions-là et ils ne sont pas venus tout seuls, ils sont venus avec des gens qui les ont, sans le savoir, sans le faire exprès bien entendu, ramenés avec eux, avec des conséquences que l'on connaît derrière. Mais c'est le cas pour un tas de maladies. On le voit bien, avant même que l'on parle de ce coronavirus, les gens qui partaient en avion... Mais ça veut peut-être dire, pardonnez-moi Guilhem, ça veut peut-être dire, même si le président de la République a dit exactement le contraire au début de l'épidémie l'année dernière, qu'en fait, il aurait fallu fermer les frontières plus tôt. Ça aurait été sans doute une bonne solution. Ça aurait été une bonne solution dans toutes les maladies comme ça qui se propagent sous forme de pandémie. On le sait bien que c'est une des méthodes à privilégier. On a toujours mis à l'écart, c'était déjà le cas du temps de la peste, les personnes qui la portaient pour éviter justement les contacts et limiter les échanges et les contacts reste la meilleure solution effectivement pour ne pas qu'un virus circule. Alors demain dans la Provence, il n'y aura pas que le coronavirus ni la visite de Gérald Darmanin. Et ça, je sais que ça va faire plaisir à Éric. Vous revenez sur les 50 ans de la disparition de Fernandel. Oui, effectivement, Fernandel, alors on peut le présenter de plein de façons. Il était bien sûr un héros du music-hall à la grande époque du music-hall. Il était né à Marseille en 1903. Il y a d'ailleurs un buste qui lui rend hommage. Et puis il est devenu également chanteur, interprète, Félicie aussi notamment, et puis acteur de cinéma dans les grandes heures du cinéma en noir et blanc sonore. Figurez-vous qu'il a réuni près de 200 millions de spectateurs dans les salles de son vivant, ce brave Fernandel. Et effectivement, Fernandel s'était éteint le 26 février 1971 à Paris, dans le 16e arrondissement où il résidait. Et on a voulu rendre hommage à Fernandel parce qu'il incarne tous ces personnages de cinéma. Il incarne une part du Sud, il incarne effectivement cet art de vivre un peu à la Marseillaise, et avec des rôles plutôt comiques. On le revoit dans... Fernandel dans Don Camillo notamment, et donc voilà, il incarne une forme d'un humour, d'une forme de légèreté qui fait quand même un peu de bien en ce moment, Nicolas et Éric. Sa maison était où? À Carry-le-Rouet, non? Alors, il avait une maison, je crois, effectivement, à Carry-le-Rouet. Il logeait, les dernières années, il habitait à Paris. Et puis, effectivement, c'est un pur enfant de Marseille et il avait gardé un peu cette gouaille, cette espèce de franc-parler, cette espèce de gueule aussi. C'était un physique qui plaisait, qui faisait rire les petits. Les Don Camillo, oui, incarnent pour beaucoup de gens encore quelque chose. Au cinéma, c'était très léger, c'était parfois un humour un peu lourdeau. Aujourd'hui, on s'y retrouverait pas forcément. C'était il y a longtemps. Mais c'était il y a longtemps, mais voilà, on savait rire de guerre de clochers, de guerre entre un maire communiste et un curé de village. On savait rire de ces choses-là. Exactement. Et très honnêtement, c'est un des monstres sacrés du cinéma français. Vous l'avez rappelé, 200 millions, mais tout le monde connaît Fernandel, son visage, ses répliques. Donc effectivement, c'est un monstre de la culture française. C'est un génie. C'est un acteur. Merci Guilhem. Passez une bonne soirée. À demain. Petite anecdote, parce que j'ai posé la question sur Carry-le-Rouet, parce que Sébastien Lyotard, le réalisateur de cette émission, m'indique que quand on fait la visite en bateau du bord de mer, à Carry-le-Rouet, on voit la maison de Jean-Pierre Foucault. Oui, c'est ce que je vais vous dire. Que vous connaissez bien. Est-ce qu'on voit la maison de Jean-Pierre Foucault et de Fernandel. Donc voilà pourquoi j'ai posé la question à Guilhem. Je vais vous emmener dans le Var. Est-ce que vous connaissez l'Urbex? Non, enfin j'ai vu le sommaire. Voilà, donc, mais vous allez découvrir donc avec nous. C'est une mine fermée avec des. Voilà. Alors c'est en général de l'exploration urbaine. On visite les catacombes, les lieux abandonnés. Et Thomas Bernabé a suivi les pas d'un passionné varois, passionné d'histoire, qui a créé une chaîne YouTube et qui fait découvrir donc des coins peu visités de son département. C'est le cas de cette mine abandonnée. C'est un endroit rempli d'histoire, mais malheureusement gardé secret. Cette mine a été abandonnée depuis plusieurs dizaines d'années. Sur place, des wagons, des rails, des treuils qui témoignent du passé de ce lieu. Clément est un passionné d'urbex, comprenait l'exploration de lieux créés par l'homme mais aujourd'hui abandonnés. Sur sa chaîne YouTube qui comptabilise plus de 2000 abonnés, le jeune homme met un point d'honneur à faire découvrir ce genre d'endroits insolites. Alors ça, c'était en fait des trucs qu'ils mettaient dans le désert pour faire passer les véhicules dans le désert, pour pas que les véhicules s'enfoncent dans le sable. Et en fait là, ils les ont utilisés pour
pour tenir, on va dire, le plafond de la galerie. Pour pas que ça s'effondre, parce qu'on est dans une zone d'effondrement à risque. Et donc ils ont mis ça vraiment pour tenir le plafond de la galerie. Et là on voit que c'est tout calcifié, parce qu'en fait c'est une grotte naturelle. C'est une cavité naturelle qui se situe au-dessus. D'où l'instabilité de la galerie. On a trouvé encore un vestige de la mine. Et là ce qu'on voit là en fait c'était une pelle MCO. Ça servait en fait à remplir les wagonnets. Donc il y avait cette machine qu'on voit là qui avait une pelle et qui permettait justement de remplir les wagonnets. Donc c'est encore un vestige de la mine et franchement ça fait quelque chose de voir tous ces vestiges. On se dit mais comment ça se fait que c'est resté là depuis des années à l'abandon. C'est vrai que c'est étonnant, c'est très étonnant d'explorer ces galeries. Mais ce qui passionne Clément, plus encore que la découverte de ces lieux, c'est de faire un pont avec l'histoire. Dans chacune de ses vidéos, il donne des dates, des explications pour comprendre le passé quasiment oublié de ces endroits. L'histoire, on peut la découvrir, on peut la vivre sur le terrain. On peut finalement se plonger dans le passé en allant explorer ces lieux. On fait une sorte de voyage temporel, on va dire, parce que tout est resté intact. Et on a un peu l'impression de découvrir l'histoire presque comme si on y était, quoi. Il manque juste finalement les mineurs qui sont en train de travailler, il manque le bruit, il manque tout ça. Mais on a quand même tous ces vestiges qui nous font imaginer et qui nous rapprochent de l'histoire et qui nous font vraiment imaginer ce que ça devait être. Voilà, on imagine le travail, la difficulté du travail des mineurs, on imagine ce qu'ils devaient vivre dans la mine, on imagine les problèmes qu'ils devaient avoir, par exemple les effondrements, les problèmes de gaz, les inondations. On peut vraiment se plonger dans leur quotidien et explorer l'histoire. Comme ça, c'est vraiment incroyable. Pour autant, si le jeune homme compte déjà 3 années d'activité sur sa chaîne à seulement 21 ans, il reste toujours ébahi par les merveilles que propose ce genre d'endroit. Ça aussi, c'est vraiment on va dire la richesse naturelle. C'est vraiment le patrimoine naturel, parce qu'il y a le patrimoine historique, donc les vestiges, etc. Et après, il y a ça aussi, il y a ces petites merveilles qu'on trouve dans les cavités, dans les mines. Si Clément commence à avoir une certaine expérience en la matière, on rappelle que la pratique de l'exploration urbaine est dangereuse et ne doit pas être reproduite. Le jeune homme est équipé, connaît les lieux et prévient toujours de sa localisation en cas de problème. Pour autant, vous pouvez déjà découvrir de nombreux lieux insolites grâce à ces excellentes vidéos disponibles sur sa chaîne YouTube. Superbe. Voilà. Ah ouais, magique. Ce soir, magique. Si vous ne savez pas quoi faire, Clément Exploration. Vous voyez, l'aventure, c'est pas l'autre bout du monde. Hein. Non, ça non. peut être en visitant une belle mine désaffectée du Var. Moi, je trouve ça fantastique. Et c'est aussi dû à la personnalité du guide. Et c'est vrai qu'il est passionné et passionnant. Donc, on a envie de le suivre. On va aller se regarder ensemble, hein, mon cher Eric. On va regarder sa chaîne YouTube. Je termine juste avec une petite info qui nous vient de la préfecture des Alpes-Maritimes. On traverse actuellement un épisode de pollution atmosphérique aux particules fines. Si vous avez des réactions allergiques, vous êtes sensible à ça, sachez-le. Il faut limiter les déplacements, éviter la pratique physique. Ça tombe bien, confinement ce week-end. Voilà. Donc voilà, non mais l'air est légèrement pollué. Vigilance 1, c'est le 2e échelon, hein, sur une échelle de 3. Donc voilà, ne vous étonnez pas si vos yeux vous piquent et votre gorge vous gratte. Non mais c'est des symptômes aussi qu'on retrouve dans la Covid-19. On va mettre un masque. C'est pas pratique. C'est la fin de ce grand direct. Merci à tous de votre fidélité. Merci à Sébastien Lyotard, Michael Fernandez, Fabrice Justo, Théo Sarfati, Philippe Caudet et bien sûr Stéphanie Mossman. À demain.